Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Donc on prendra un micro-main. Bonsoir, bonjour à tous. On est ravis. Donc dans ce générique, évidemment, vous l'avez vu déjà, une grande place est accordée aux artistes. Vous avez aperçu Claude Lelouch, Robert Hossein, Pierre Arditi et bien d'autres. Car sur ce thème de la Cité de la Réussite de cette année, qui est un thème magnifique et qui évidemment vient ponctuer aussi le retour de la Cité de la Réussite, puisque hélas, pendant quelques mois et même quelques années, on n'a pas pu se réunir. Prendre le temps, c'est le thème. Et Sylvain Kern a eu l'idée, et ça me paraissait tout à fait naturel, de relier la réflexion à la culture. Et évidemment, moi, ça me passionne. Et je crois que nos intervenants ici vont vous éclairer. Ils sont d'abord eux-mêmes passionnants, très différents.
et il dirige des grandes institutions culturelles variées qui vont nous proposer des pistes de réflexion, je pense, différentes. Alors, on va commencer j'allais dire dans le désordre, mais dans l'ordre de la table. José Manuel Gonzalez, je le présente rapidement, vous le savez, il dirige le 104 de la rue d'Aubervilliers à Paris, qui est depuis plus de 10 ans maintenant, José Manuel, qui est un lieu de culture multiple, diverse, à la fois de spectacles vivants, d'expositions, d'expérimentation et aussi de mix, j'allais dire de grande mixité sociale, c'est-à-dire que c'est un lieu qui est inséré, et c'est la grande réussite, enfin c'est une des réussites de José Manuel Gonzalez, d'avoir fait vivre ce lieu dans un quartier pas facile, très mélangé socialement, un peu en déshérence à certains moments, et il faut aller au 104 car c'est un lieu historiquement chargé d'histoire, bien sûr, il vous le dira, dont il a fait ce creuset culturel. À mes côtés aussi, à ma droite, Marc-Olivier Valère qui dirige le musée d'art et d'histoire de Genève, art et histoire, donc voilà, que le temps s'invite dans notre réflexion. Et vous, Marc-Olivier Valère, vous avez une expérience aussi à l'étranger, et c'est évidemment très intéressant, notamment aux États-Unis. Vous êtes aussi passé par le Palais de Tokyo à Paris, donc au cœur de l'art contemporain. Et aujourd'hui, bien sûr, vous nous parlerez de votre musée, et vous, évidemment, en essayant de définir ce qu'est une œuvre d'art, vous nous ferez part aussi de votre propre rapport au temps et, évidemment, pourquoi ne pas le dire, à la mort, à la fin, et à notre condition de mortel. Et puis alors Laurent Lebon, qui est un formidable directeur de musée, on le dit, qui est à la fois érudit, rigolo, vivant, et c'est vrai, il faut faire une visite avec Laurent Lebon, je peux vous dire qu'on ne s'ennuie pas. Il a dirigé notamment Pompidou-Metz, et vraiment avec j'allais dire, beaucoup d'inspiration personnelle et une dynamique qui a fait naître ce lieu du centre Pompidou à Metz, avec une très belle architecture d'ailleurs. Et ensuite, Laurent, vous avez dirigé le musée Picasso, et là il y a eu évidemment de magnifiques expositions. Et puis aujourd'hui, vous êtes à la tête du Centre Pompidou. Et oui, alors Centre Pompidou, évidemment, un des musées les plus visités au monde, on peut le dire, mais qui va un peu fermer pendant malheureusement, pour travaux. Mais vous allez quand même continuer. Et actuellement, il y a d'ailleurs une très belle exposition sur Berlin et les années 20, qui renoue avec la grande tradition des expositions transversales de Pompidou, du Centre Beaubourg, du Centre Pompidou, Paris-Berlin, Paris-Moscou, etc., qu'on avait évidemment adoré. Alors je précise que c'est un thème tout à fait d'actualité en ce moment même, et pardon de ne pas parler que du Centre Pompidou, mais à la Bourse du Commerce, c'est-à-dire là où François Pinault a installé sa fondation, il y a une passionnante exposition qui vient juste de s'ouvrir qui s'appelle « Une seconde d'éternité ». Donc on ne pouvait pas mieux trouver pour raccrocher notre thème à une initiative formidable de François Pinault qui a rassemblé à la Bourse du Commerce une quinzaine d'artistes qui réfléchissent sur justement le rapport des artistes au temps, faisant référence à une phrase de Baudelaire, « Saisir dans une seconde l'infini de la jouissance et de la contemplation ». Alors, avant de parler très simplement, au fond, de aussi ce qui est à vous, ce que vous considérez comme votre rapport au temps, peut-être Laurent Lebon, j'aimerais que tout simplement, tous les trois, vous nous disiez si, dans votre propre expérience, j'allais dire même dans votre jeunesse, dans votre découverte de l'art, quand vous étiez peut-être enfant ou jeune, vous vous êtes dit, en regardant une œuvre d'art, qu'elle soit picturale, musicale, spectacle vivant, bien sûr, là, j'oublie un peu ma condition de mortel. Avec l'émotion que je ressens, je suis tirée vers autre chose. Est-ce qu'on peut dire qu'on ressent ça, que vous avez ressenti ça, Laurent? Mais il faut prendre un petit micro. Chère Claire, zut, on n'avait pas prévu cette question. Donc c'est pour nous surprendre. Oh, c'est personnel, là, c'est vraiment voilà, un retour à l'enfance. Voilà. Non, mais je crois qu'évidemment, on a tous en nous ce petit moment que vous décrivez. Si je peux me permettre, ça va faire évidemment ultra prétentieux au départ de cette intervention, mais le moment où j'ai senti ça, c'est quand j'ai eu la chance d'entrer dans la grotte Chauvet. Voilà. Et au fond... combien d'éternité en pénétrant dans cet endroit, je me suis dit,
j'avais envie de remettre ma lettre de démission. Bon, ça tombe bien, on m'a nommé pour fermer le centre Pompidou, donc il y a un lien. Mais je crois que dans cet espace, on parle parfois de time capsule, mais j'ai senti que, et je crois que c'est quelques-unes des questions qui vont peut-être être abordées aujourd'hui, au fond, ces notions de progrès, ces notions d'instantanéité n'avaient plus de sens. Il y avait la chance d'avoir un endroit, plus de 30 000 ans, qui était là préservé. Vous faites quelques pas, il n'y a pas de lumière, on tend une torche, on vous montre au sol une empreinte, et là on vous dit, c'est le pas d'un enfant. Vous faites quelques pas, vous voyez un peu de glaise sur la paroi, quelques traces de main, c'est un oiseau, et au fond, Picasso n'avait pas fait mieux. Bref, voilà, j'avais envie de me suicider, mais finalement, je suis reparti. Vous êtes reparti au centre Pompidou. Je suis reparti à m'occuper du papier toilette et des syndicats. Mais bien sûr. Et finalement, c'est un plaisir de tous les instants. Voilà, et aussi de vos belles expositions, naturellement. Alors, je précise qu'évidemment, quand nous aurons discuté ensemble, vous aurez la parole. Les étudiants aussi qui sont ici et qui ont réfléchi au thème et qui ont déjà élaboré des questions vont pouvoir bien sûr les poser, et c'est très important. Et tout le monde pourra poser des questions. Alors, Marc-Olivier, votre propre... j'allais dire rapport à l'œuvre d'art, même sur le plan émotionnel, est-ce que ça vous a tiré de votre condition de mortel, peut-être à certains moments, même devant un spectacle vivant ou un tableau ou Oui, plusieurs fois. Alors j'appelle ça un peu des épiphanies, hein. J'en ai eu plusieurs, mais j'aimerais rebondir justement sur le moment où j'ai voulu donner ma démission, parce que c'est peut-être aussi un moment de quelle institution d'épiphanie quand même. Au moment donné, on se dit, il a fait ce que j'ai toujours voulu faire et j'arriverai jamais parce que mon cerveau n'est pas configuré de cette manière. C'était en 2003 où j'allais pour voir une exposition à Vienne et je tombe vraiment par hasard au MUMOC sur une exposition de Mike Kelly. Et alors Mike Kelly, pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas, c'est un artiste californien, mais il était en tant que curateur. Et pourquoi ça m'a totalement mis sous le choc? C'est parce qu'il s'est permis des systèmes de correspondance entre des œuvres du Moyen-Âge, de l'archéologie, avec des petites vignettes de baseball, avec des outils scientifiques, avec enfin vraiment tous les médiums, et pas simplement l'art, mais l'art appliqué, la culture populaire, enfin, dans un mélange absolument extraordinaire que j'imagine aucun curateur normalement constitué aurait même l'idée de faire ça. Et pour moi, ça a été une révélation telle, je me suis dit, bon, voilà, c'est fini, il faut que je change de métier. Il a fait ce que j'aurais voulu faire, et je sais que je ne suis pas assez fou encore, mais j'y travaille pour le faire. D'accord, mais vous avez continué, bien sûr, à travailler. José Manuel, alors même question. Alors, je précise que dans le lieu que vous dirigez aujourd'hui, je l'ai bien dit, il y a des expositions dans des artistes contemporains, des photographes, des installations, des vidéastes et bien sûr des artistes qui sont sur scène, et ça fait partie évidemment de l'art et de la culture. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment de vous élever quand vous avez cette émotion devant une œuvre d'art, quelle qu'elle soit? Oui, le fameux syndrome de Stendhal, mais avant le syndrome de Stendhal, il y a la question qui était celle, effectivement, au fond de sortir de sa condition au sens littéral. Et moi, c'est le théâtre. Ma première émotion a été en banlieue. J'habitais à ce moment-là en banlieue. En tout cas, j'habitais chez mes parents en banlieue, parce que j'étais un peu petit à 6 ans pour prendre mon propre logement, donc j'habitais avec eux. Et j'avais 6 ans et 6-7 ans. Et c'est une sortie d'une banalité terrible, une sortie scolaire où les enseignants décident de nous amener au théâtre. Et ils ont eu la bonne idée de nous amener à Nanterre pour voir Patrice Chéreau. Et Patrice Chéreau qui mettait en scène aussi quelqu'un d'assez formidable qui était Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan que je voyais à la télévision, que je trouvais extrêmement rigolote. Bon, ça je comprenais à peu près parce que je regardais les émissions qui étaient les émissions de mes parents. Je trouvais très drôle, mais que je trouvais d'emblée, dès les premières minutes, dans cette pièce de Coltès, que je trouvais très étrange. Déjà, Coltès, je trouvais très étrange, parce que je trouvais que le langage n'était absolument pas celui auquel j'étais habitué, qui était principalement celui de la télévision, et qu'effectivement, cette rupture, pour moi, a été un choc esthétique extrêmement important, passé les premières minutes. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai, évidemment. Tout ça, c'est des souvenirs dont on sait qu'ils se recomposent. En tout cas, il sert de
socle, un peu au début d'une histoire avec évidemment le monde de l'art. Et cette pièce, passé les premières minutes, j'avoue que je suis sorti de là sans être sûr d'avoir compris quel était l'enjeu, mais d'avoir été totalement ébahi par une chose importante et qui reste importante pour moi, c'est comment des personnes décident de se retrouver dans une salle parce qu'ils accompagnent ou parce qu'on les a invités à être là, mais aussi parce qu'ils viennent volontairement, se retrouvent à côté de personnes qu'ils ne connaissent pas et qui acceptent de regarder quelque chose qu'ils ne comprennent pas au départ. Et ça, pour moi, ça a été un choc. Je regardais dans la salle, je me disais, mais comment se fait-il? Ils comprennent, eux. Et effectivement, à la sortie, vous savez, il y a toujours le résumé de la pièce et tout ça. Et j'avais bien pu vérifier qu'effectivement, on était très peu, et je faisais partie de cela, à avoir compris la pièce, mais on était beaucoup à avoir vécu une émotion extrêmement forte. Et moi, ça a commencé là. Alors évidemment, et nous avons tous, je crois, expérimenté ça une fois dans notre vie, dans un musée, une salle de spectacle, un auditorium, au moment d'une émotion musicale. Alors évidemment, il nous revient à essayer de définir ce qu'est une œuvre d'art pour essayer de comprendre si on touche à l'éternité avec cette œuvre d'art. Marc-Olivier, est-ce que vous pouvez, essayons de réfléchir ensemble, est-ce qu'on peut dire que ce qui fait qu'une œuvre d'art est peut-être éternelle ou en tout cas hors du temps, c'est son inutilité, entre guillemets, c'est-à-dire le fait qu'elle est... Alors évidemment, je mets des bémols, puisque une œuvre d'art se vend, une œuvre d'art est sur un marché, une œuvre d'art a un prix. Mais est-ce qu'on peut dire que le travail de l'artiste, au départ, de cette recherche du beau ou d'autres choses, recherche d'émotions, est donc en dehors des circuits commerciaux, en dehors et n'a pas une valeur d'utilité? Est-ce que c'est ça qui, en fait, la rend éternelle? Ça peut être un critère, en effet, mais moi je serais assez prudent par rapport à ça. C'est un critère qui a été développé par une ontologie ou une philosophie, je dirais, au XIXe siècle notamment. Mais par exemple, au musée d'art et d'histoire, nous avons à peu près 1 million d'objets et 2/3 de ces objets sont des objets à valeur d'usage. Que ce soit l'horlogerie, que ce soit les arts appliqués, que ce soit une partie de l'archéologie. Et on considère que ce sont des œuvres d'art. Alors justement, pendant très longtemps, jusqu'à il y a 2-3 ans, on considérait ces objets pas vraiment comme des œuvres d'art, mais en même temps on les montre comme des œuvres d'art. Tout le problème, il est là. Enfin, il y a toute une hiérarchie où on a les beaux-arts au dernier étage. Enfin, c'est le système traditionnel du musée encyclopédique. On commence avec l'archéologie, on monte et on arrive avec les beaux-arts. Or, il se trouve que je pense que même au 19e siècle, à l'époque où les musées étaient encore pour partie dirigés par des artistes, la différence entre les objets à valeur d'usage et les objets à valeur esthétique n'était pas si développée. C'est-à-dire que, moi, et c'est ce que je défends, un objet à valeur d'usage peut être considéré comme œuvre d'art, pourquoi pas, mais il peut aussi être considéré pour son usage. Et c'est-à-dire qu'il faut absolument essayer de casser ces catégories où on a d'un côté les objets à valeur d'usage et d'autres les œuvres d'art totalement distinctes parce qu'elles sont dépourvues de toute utilité, etc. Moi, je pense qu'une œuvre d'art peut avoir une utilité. Après, c'est l'utilité qu'on lui donne. Moi, je suis convaincu qu'un musée, qu'une œuvre d'art est utile dans la société. Par exemple, on pourra en discuter après, mais à une certaine utilité comme une sorte d'hygiène de l'esprit, comme outil, etc. Donc oui, pour moi, la notion d'utilité n'est pas forcément un critère. Et pour vous, Laurent Lebon? Chère Claire, ça va être le gros problème de cette matinée, parce que je crois qu'on va tous être d'accord tout le temps. Bien sûr, mais c'est formidable. D'ailleurs, je me faisais la réflexion, lorsqu'on entendait nos petits parcours biographiques, qu'au fond, on représente à nous trois moments intéressants en termes d'institutions par rapport à votre question. Le Centre Pompidou, le Palais de Tokyo et le 104, oui. Quelques années près, je crois, reflètent ce type d'institution qui cherche à briser les frontières, qui cherche à casser les hiérarchies. Et on se faisait la réflexion avec Marc-Olivier en discutant un peu avec... Parce que on nous explique qu'il faut casser les frontières, mais vous avez remarqué qu'on est tous dans des bunkers d'amphithéâtre et on est chacun cloisonné. Et donc on discutait avec la table ronde d'à côté, dédiée à l'artisanat.
Et on se disait, mais pourquoi diable l'artisanat est dans le colloque d'à côté, dans un plus bel amphithéâtre que le nôtre, bien sûr, parce que là, voilà. Et nous, on est cantonnés, là, presque relégués, voilà. Donc, c'est intéressant d'ailleurs comme renversement hiérarchique, puisqu'au fond, toute personne qui visite justement ces foires de l'art, le monde des expositions, voit que la division entre artisanat et art n'a plus de sens. C'est peut-être une des grandes révolutions du XXe siècle. On n'a pas encore cité son nom, mais notamment notre ami Marcel Duchamp nous a aidés à voir. Et peut-être que José Manuel ou Marc-Olivier, dont j'adore le brio instantané, vont nous expliquer combien ce verre est sublimissime, cette bouteille n'en l'est pas moins, et ainsi de suite. Et on va passer 1 heure à décrypter ce magnifique amphithéâtre pour dire qu'au fond, l'art, il est là. Et c'est ça l'essentiel, c'est-à-dire que ces questions de champ, ces questions de frontières ne nous intéressent pas. Le Centre Pompidou, c'est pareil, nous collectionnons des palmes de plongée, des masques, mais aussi un peu de Picasso. Et c'est ça qui fait du sens. Ça veut dire, si on explicite un peu cette révolution culturelle dont vous parlez, celle de Marcel Duchamp, enfin, qui érige l'objet quotidien en œuvre d'art, cette fameuse urinoir, bien sûr, ça veut dire qu'au fond, après ça, on peut considérer que cette notion d'éternité qu'on peut associer à l'œuvre d'art, au fond, elle est une évidence. Enfin, Alors ça, c'est peut-être une question à venir, mais pour moi, justement, l'œuvre d'art n'est absolument pas éternelle, parce que justement, c'est le regardeur qui va faire l'œuvre et qu'on va avoir autant de jugements esthétiques. Pour prendre des exemples fameux comme Vermeer, qui a été star, puis qui est descendu dans les oubliettes et qui est redevenu star, Georges de la Tour et ainsi de suite. Ça sera peut-être un des débats de cette matinée. Mais justement, je pense qu'en revanche, la difficulté, c'est que c'est pas parce que vous êtes chez vous le matin et que vous dites tiens, ça c'est une œuvre d'art que ça le fait. C'est qu'il faut aussi qu'il y ait communauté, qui est assemblée, qui est ce moment qu'a décrit José Manuel, où il va y avoir justement un rassemblement des énergies. Ah oui, alors José Manuel, non mais c'est intéressant parce que déjà Laurent Lebon nous a dit une œuvre d'art n'est absolument pas éternelle. Ça c'est ça que tu as dit. Hein, oui, voilà. Et je ne m'aviserai pas de contredire Laurent, c'est clair. C'est pas possible, oui. Et pourtant, et en plus, je suis d'accord. Les peintres dont il nous a parlé, même s'il y a eu des éclipses peut-être dans l'histoire, ils ont rayonné à certains moments et puis moins à d'autres, mais au fond, est-ce qu'ils ne nous accompagnent pas depuis la nuit des temps? Oui, mais nous sommes très mortels, comme dirait l'autre. Oui, mais peut-être un peu moins face à eux. Non, je crois vraiment que toute l'histoire de l'art est cette succession vraiment d'anti-éternité. C'est-à-dire et le musée en est le symbole même, représentant soi-disant de l'institution qui a vocation à l'éternité, et rien de plus mortel qu'un musée. Aux deux sens du terme d'ailleurs. Mortel au sens où ils disparaissent et mortel au sens où ils sont ennuyeux à mourir. C'est très contre-intuitif quand même, voilà. Pardon Laurent Lebon, c'est un contre-intuitif. On vit avec le musée du Louvre qui est très ancien et qui restera... Eh bien, chère Claire, la présidente du Louvre n'est pas là pour le dire, mais on pourrait faire l'histoire du Louvre en 2 minutes, montrant combien il a changé, il s'est métamorphosé, combien des œuvres ont été connues. Mais il est resté musée. Enfin, à partir du moment où il a été musée, après avoir été Palais Royal... Oui, mais il va bientôt disparaître. Voilà, ça ne serait... C'est effrayant. Et tu veux que je tranche la Claire, c'est ça? Je vais pas trancher. Est-ce que le Louvre va disparaître ou pas? Je prendrai pas ce risque. Non, c'est vrai que cette question, dans ce qu'a dit Laurent, il y a évidemment beaucoup de choses intéressantes et il y en a une qui est essentielle, c'est la question du regardeur. C'est-à-dire effectivement, qu'est-ce qui détermine, et c'est l'une des questions, j'anticipe un peu, mais c'est l'une des questions, qu'est-ce qui fait valeur d'une œuvre et qu'est-ce qui fait sa reconnaissance? Et il est clair, et c'est encore plus flagrant aujourd'hui. D'ailleurs, on peut regarder au fond la popularité de l'art contemporain, on pourrait presque le dater. À partir de quel moment la valeur d'une œuvre contemporaine, elle a commencé à échapper à simplement sa valeur marchande, c'est-à-dire décidée par une simple communauté. Et on pourrait dire que les manifestations qui sont devenues des manifestations plus populaires, dont on pourrait dire Nulange, dont on pourrait dire ce qui s'est passé à Versailles, quand il y a ces ruptures sémantiques, qu'à ce moment-là, la part du public devient une part extrêmement importante dans la valeur et donc peut-être aussi la pérennité des œuvres et leur reconnaissance. Et donc de ce point de vue-là, la part du regardeur et donc de la constitution d'une communauté, dans une durée ou pas, plus importante. Il y a la communauté des experts, qui elle permet effectivement une durée plus longue, mais il y a aussi la communauté des visiteurs et des spectateurs. Et à ce titre, évidemment, je suis assez d'accord avec Laurent sur le fait que je ne dirais pas qu'une œuvre, elle meurt ou pas, je dirais qu'elle est plus ou moins active. C'est-à-dire que selon, effectivement, les époques, elle va venir ou pas questionner la société. Alors, ça ne veut pas dire forcément que c'est une œuvre qui traite d'un sujet de société, mais c'est à un moment, elle va venir
elle va venir en interrogation, en conflit, ou au contraire en accord avec la société, et du coup, à ce moment-là, elle est effectivement active. Mais je ne dirais pas qu'elle disparaît, elle peut réapparaître. D'ailleurs, dans l'histoire de l'art, et Laurent le rappelait, oui. C'est important. Donc elle n'est pas, elle est à la fois, elle est en permanence mortelle et immortelle, d'un certain point de vue. Joli compromis, Marc-Olivier. Est-ce qu'on ne peut pas dire que tu citais ça, José Manuel, l'irruption par exemple de l'art contemporain à Versailles, dont vous avez été l'artisan, Laurent, modeste mais important, précisément confère à l'œuvre d'art globalement, j'allais dire, une forme d'éternité, puisque maintenant on peut les confronter, toutes les époques se mélangent. Est-ce que là, on n'est pas face à quelque chose qui, de toute façon, va dépasser notre propre condition de mortel? Alors moi, j'aime à penser que quand le soir, on éteint la lumière, il n'y a plus d'œuvre d'art. Donc il faut le regardeur, alors. C'est-à-dire qu'on oublie quand même, chaque fois, enfin, c'est de notre éducation, et Duchamp a juste retourné le gant, on oublie que des pigments jetés sur une toile se transfigure automatiquement en œuvre d'art. Mais ce qu'on a devant nous, ce sont des pigments jetés sur une toile. Quand on éteint la lumière, qu'on n'est plus capable de voir cette représentation, il ne reste que la représentation mentale. Est-ce que ça reste une œuvre d'art ? Peut-être, oui. Enfin, là, les discussions sont évidemment très actives. Vous avez parlé tout à l'heure de cette exposition Une seconde d'éternité. Alors moi, ça me fait penser, j'avais fait une des expositions inaugurales au Palais de Tokyo en 2006 qui s'appelait Une seconde, une année. C'est-à-dire que c'était que des œuvres qui ne s'activaient qu'à un moment donné. Alors si on avait de la chance, on arrivait au bout d'une seconde, il y a une œuvre qui s'activait, et la plus longue, il fallait attendre, c'était Alighiero Boetti, la fameuse horloge qui s'active, qui s'allume une seconde, une fois par année, il ne fallait pas la rater. Donc c'est une seconde, une année, que des œuvres qui ne s'activent que de manière aléatoire. Et il fallait donc être au bon moment. Alors si on passait 1 heure dans l'espace d'exposition, on avait peut-être la chance de voir 2, 3 œuvres. Si on revenait toutes les semaines, on augmentait comme ça ses bonus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que dans l'exposition, il n'y avait que 2 œuvres, parce qu'on a passé 1 heure, on avait vu 2 œuvres s'activer, ou est-ce qu'il y avait 15 œuvres ? Enfin, ces fameuses questions des philosophes spécialistes de l'ontologie d'œuvres d'art qui ne sont toujours pas résolues, mais pour moi c'est absolument fascinant parce qu'on n'a pas forcément la réponse. La réponse est au bout de la langue, c'est cette tension irrésolue qui fait qu'on a toujours envie d'aller de l'avant, et c'est ça l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, c'est cette énergie, cette dynamique qui fait qu'on cherche quelque part la réponse. Si on l'a, ce n'est plus une œuvre d'art. Si on a une interprétation, par exemple, ce n'est plus une œuvre d'art. L'œuvre d'art, elle est ce que j'appelle le quotient schizophrénique, c'est-à-dire plus le quotient schizophrénique est élevé, plus une œuvre permet une multiplication des interprétations, plus elle gagne en densité, plus elle gagne en efficacité, puis peut-être plus elle devient immortelle. Est-ce que vous êtes d'accord, Laurent? Mais évidemment, parce que c'est le thème de la matinée, on est tous d'accord. Je m'étais permis, puisqu'on s'autocite, puisqu'on est en propagande, c'est la cité de la réussite, je m'étais permis d'inaugurer le centre Pompidou-Metz avec une exposition sur la notion de chef-d'œuvre, avec un point d'interrogation, je m'étais permis, et j'en étais arrivé à la même conclusion avec l'équipe que Marc-Olivier, en enfonçant des portes ouvertes, mais que justement, comment définir un chef-d'œuvre au XXe siècle après Marcel? Justement, parce que c'est l'œuvre qui ne s'épuise jamais après 10, 20, 30 interprétations. Exactement. Donc qui est d'une certaine façon éternelle. Laurent. Oui, alors à l'instant T, parce que là on peut rentrer un tout petit peu dans le domaine des musées. Par exemple au Centre Pompidou il y a 120 000 œuvres, nous en exposons 1 ou 2%. Et on remonterait dans le temps, on regarderait ce qui était exposé au Musée national d'art moderne quand le Centre Pompidou n'existait pas après-guerre, au hasard dans les années 50, on s'apercevrait que, je sais pas, peut-être je dis un chiffre au hasard, mais qui reflète un peu ce que je veux défendre, c'est que la moitié ou les 2/3 des artistes ne sont plus présents dans les accrochages. Et on parle de l'art du XXe siècle. Je veux dire, et remonter au XIXe siècle, regardez comment le musée d'Orsay a complètement renversé la donne. Ces artistes qu'on ne regardait plus, qu'on ne voyait plus, pof, grâce au musée d'Orsay, ils ont réapparu. Ils ont retrouvé cette immortalité-là, c'est-à-dire ils ont peut-être été éclipsés, oui, c'est ce que vous disiez. Mais c'est ce que disait José Manuel avec son brio habituel, c'est qu'effectivement, c'est sans doute dans la dialectique entre l'éternel et le temporel que se trouve la réalité. Mais ce que je voulais dire un petit peu rapidement, sans doute de manière caricaturale, c'est que le musée n'est pas
un lieu de l'éternité, que malheureusement des artistes ont des hauts et des bas, et que je suis sûr qu'on ferait le test aujourd'hui, on ne va pas s'accorder sur l'universalité d'une œuvre d'art. La Joconde, qui passe pour le chef-d'œuvre absolu, est quand même sur un prisme ultra-européocentré, ultra-occidentalo-centré, et il y a un siècle, la Joconde n'existait pas. N'oublions pas que c'est parce qu'elle a été volée qu'elle est devenue chef-d'œuvre. Et que tout amateur de Léonard de Vinci, il ne faut pas 30 secondes. À l'époque, quand François Ier le fait venir, il admire quand même les 3 tableaux qu'il doit mais tout amateur de Léonard de Vinci d'aujourd'hui va vous dire que la Joconde, c'est une œuvre sans aucun intérêt par rapport à d'autres chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci. Par ailleurs, œuvre totalement invisible, 2 fois. C'est-à-dire à la fois par sa protection, puisqu'aujourd'hui personne ne peut voir la Joconde, puisqu'on ne peut pas s'en approcher avec les verres, et par sa couche de vernis monstrueuse que personne n'ose restaurer parce qu'il y a une sacralisation de la Joconde en carte postale. Regardez comment la Sainte-Anne a été restaurée récemment, et vous voyez comment Léonard de Vinci avec la Mona Lisa pourrait apparaître différemment, mais on la garde dans sa gangue toute brune et monstrueuse parce qu'on n'ose pas la toucher. Voilà. Enfin, ça reste un chef-d'œuvre. Enfin, en tout cas, ça reste quelque chose. Oui, mais iconique. C'est-à-dire que personne ne peut dire qu'il l'a vu, sauf peut-être les rares privilégiés, puisque vous savez qu'une fois par an, on sort la Joconde de sa gangue vitrée et on la regarde et on dit ah bah tiens, elle est belle, il faudra bien la restaurer, puis on la refout dans la vitrine. De toute façon, elle ne s'exportera plus, ou en tout cas, elle ne partira plus à l'étranger. C'est toute la notion d'œuvre d'art ou de chef-d'œuvre d'ailleurs. Ça, c'est intéressant parce que cette notion d'invisibilité, est-ce qu'elle est à quel taux ou à quelle dynamique elle est liée à la notion d'œuvre d'art, parce qu'on cite toujours Duchamp, évidemment, on est toujours obligé de revenir à lui, mais donc l'urinoir qui est le symbole presque du XXe siècle, de cette question d'anthologie, etc., personne n'a vu. Il faut le rappeler. Il faut rappeler que personne n'a vu l'original, sauf Stiglitz qui l'a photographié, et encore, mais sinon, on n'en connaît que des images et des reproductions. Et ça, c'est quand même assez intéressant de se dire que le chef-d'œuvre du XXe siècle était invisible. Il l'est toujours. José Manuel, est-ce qu'on peut, parce qu'on a évidemment parlé de l'absence de progrès en art, je crois qu'on est un peu d'accord pour dire qu'il n'y a pas de progrès dans l'art, ou en tout cas c'est très difficile à définir. Il peut y avoir des moments d'éclipse pour une œuvre d'art, et puis elle ressurgit, on redécouvre une époque, on redécouvre un artiste, etc. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'une œuvre d'art est forcément, au moment où l'artiste la crée, en prise avec son moment, son temps? Est-ce que même c'est ce qu'il faut attendre d'une œuvre d'art? C'est qui serait d'ailleurs contradictoire avec l'éternité. Est-ce qu'il faut attendre qu'elle soit presque politique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle prenne sa place dans une société, dans même un combat ou... Alors, je ne sais pas, enfin je ne saurais pas le dire d'un point de vue historique, parce qu'il faudrait que je prenne des contre-exemples, mais il me semble en tout cas que, en regardant aussi un peu l'histoire de l'art quand même, alors après c'est vrai que moi dans ma tête je fluctue toujours entre ce déséquilibre qu'il y a entre les arts de la scène et les arts qu'on a dit visuels, qui racontent pas tout à fait la même histoire. Pas tout à fait, c'est aussi une grande question comment explique-t-on le fait qu'une grande partie, et on peut l'expliquer, on le sait, qu'une grande partie de tous les arts de la scène au fond ne viennent jamais ou que très rarement mettre en critique ou en tout cas en interrogation le champ des arts contemporains, puisqu'il y a eu historiquement des réactions qui ont permis à l'un et à l'autre d'avancer. Et il y a des moments où effectivement, et Laurent le sait mieux que quiconque en ayant présidé aux destinées du musée Picasso, combien certains artistes emblématiques du XXe siècle ont réussi cette rencontre. Mais si on devait regarder l'un et l'autre, on ne pourrait pas dire tout à fait les mêmes choses. Moi, je pense qu'effectivement, à un moment, mais on l'a dit tout à l'heure au travers des communautés, c'est qu'à un moment, l'œuvre doit rencontrer son époque. Alors, est-ce que c'est le moment où elle est produite, ou est-ce que c'est le moment où elle est montrée? Alors, évidemment, quand elle est produite, elle n'est pas forcément montrée, parce que l'artiste, il va travailler dans son atelier, ou il va en tout cas travailler d'une manière plus intime que celle d'être entouré d'autres regards, et qu'à partir d'un moment, va se poser la question de montrer l'œuvre. Parfois,
l'œuvre a pu être montrée ou a pu être vue, et cette œuvre n'a absolument pas activé, au fond, une forme de mobilisation communautaire. Puis à un moment, elle va se passer. Donc oui, je pense qu'à un moment, une œuvre, de toute façon, elle a un moment dans son parcours qui est un moment politique. Qui irait à l'encontre du fait qu'elle absolument. À un moment, elle s'inscrit, de mon point de vue, elle s'inscrit dans la société. Elle s'inscrit dans une question qui est plus ou moins à l'œuvre, et ce qui fait la force des œuvres qui sont, d'une certaine manière, qui vont marquer nos esprits, qui nous servent de repères, c'est précisément ces œuvres qui, d'une certaine manière, comme le disait Marc-Olivier, viennent en rupture, viennent en fait rassembler l'ensemble des questions qui sont à l'œuvre, et qui va, d'une certaine manière, être une forme de synthèse, qui va être en rupture avec cette synthèse précisément posée, et qui va donner d'un seul coup, qui va rouvrir un autre champ et une autre profondeur, et donc qui va être une œuvre problématique, d'une certaine manière. Oui, oui. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça l'œuvre d'art au fond? Est-ce que c'est ça, c'est comme ça qu'on peut définir une œuvre d'art? Je sais que c'est très difficile. Je sais que Laurence Descartes, par exemple, on a reçu il n'y a pas longtemps, elle veut que celui qui regarde soit bousculé avant tout. Comment définir? Alors, on parlait des chefs-d'œuvre avec Laurent Lebon, ce qui est encore peut-être autre chose, mais comment on peut la définir, une œuvre d'art? Une œuvre, c'est quelque chose qui bouscule, c'est quelque chose qui questionne la société, c'est quelque chose qui représente un savoir-faire particulier. Qu'est-ce que c'est? Si on savait. Non. Ben, si on savait, mais justement, c'est toute la problématique et la beauté finalement de l'œuvre d'art, c'est ça, c'est cette tension. On se dit, alors chacun a ses propres questions, hein, chacun a ses propres références. Hein, de quelle manière ça réinterroge mon sens créatif, ma place dans la société, de quelle manière, pourquoi cette œuvre m'interpelle? J'ai aucune idée. Mais pourquoi? Il y a bien un truc. Moi, je me rappelle, une fois, j'avais vu une exposition, je sais pas, je devais avoir 18 ans, j'avais vu une exposition d'Olivier Mosset. Je visite l'exposition très rapidement, c'était que des monochromes. Et le lendemain, je me dis, mais j'arrive pas à me dégager de cette exposition. Il n'y avait rien dans cette exposition, parce que je ne connaissais pas la valeur des monochromes, etc. Je ne connaissais pas vraiment l'art contemporain, mais ça me travaillait. Et j'arrivais pas à me dire... Et je me disais, il y a un truc, pourquoi est-ce que je suis encore obnubilé par ce truc où il n'y avait rien du tout? Et c'est ça, finalement, qui est assez extraordinaire. Donc il faut qu'on s'interroge, au fond. Il faut que ça nous et je n'ai pose toujours une pas question. la réponse. Et c'est pour ça que j'adore ce travail, encore. Laurent, en tant que... Toujours à fond derrière Marc-Olivier et José-Emmanuel. Hein. Non, j'aime bien cette définition un peu bateau, mais l'œuvre qui nous fait voir le monde différemment. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Bon, bah, là, je m'acharne sur cet amphithéâtre, mais je vais sortir de l'amphithéâtre, franchement, bon... Voilà, j'aime pas forcément la forme de cette bouteille, ça va pas me faire voir le monde différemment, je vais pas avoir un choc esthétique majeur, part de vous voir, vous trois, bien chers sûr. Amis, et la magnifique assemblée. Mais ce moment, effectivement, où il y a un avant, un après, et qui fait qu'on a ce petit instant d'inframince, pour reparler comme notre ami Marcel Duchamp. Mais la problématique, c'est qu'il y a aussi des œuvres qu'on a vues 1000 fois et qu'on adore revoir 1001 fois aussi. C'est aussi ça qui est passionnant. Mais pensons quand même à la majorité de l'humanité qui n'a pas de contact avec tout ça. Aussi, enfin, là, je ne veux pas enfoncer un autre champ, mais combien nos discours sont combien occidentalo-centrés, voire même là, c'est presque un panel qu'on devrait arrêter parce que 3 hommes, une femme, ça chauffe. C'est compliqué, oui. Voilà, oui. Mais alors nous, on s'en fiche. Bon, je vous le dire, mais complètement. Vraiment, on est très contents d'être ensemble. Merci quelle Claire. Que soit la parité respectée ou non. On reste encore quelques minutes alors. Voilà. Mais alors justement, ça vient nous, évidemment, nous interpeller sur des questions dont on débat beaucoup en ce moment. J'allais dire le wokisme, ou en tout cas des thèmes qui surgissent comme le féminisme ou l'antiracisme, qui nous donnent d'autres perspectives, qui nous obligent, en tout cas pour certains, à réfléchir différemment, à déboulonner des statuts, à repenser l'histoire. Est-ce que tout ça, et peut-être d'ailleurs à reconsidérer certaines œuvres d'art, et ça a été le cas, bien sûr, y compris des spectacles vivants qu'il faut modifier, des textes qu'il faut arranger. Est-ce que là, ces évolutions-là font que, effectivement, alors l'œuvre d'art n'est pour le coup pas éternelle, ou en tout cas son éternité est contestée, battue en brèche par ces tendances de la société, ces tendances profondes, ces réflexions
qui sont parfois inquiétantes d'ailleurs, parce qu'on aimerait bien se raccrocher à des valeurs éternelles, à des... Là, ça va à fond dans le sens de ce qu'on disait ce matin. C'est que vraiment, le wokisme et la cancel culture nous montrent un autre rapport à l'œuvre et on fait disparaître des œuvres et réapparaître d'autres, et tant mieux, je veux dire, voilà. Ah oui, vous dites tant mieux. Bon, oui, parce qu'on ne va pas se plaindre quand même de défendre la diversité, au contraire. Non, enfin, mais je veux dire, si c'est au mépris d'une certaine culture, d'une chose qu'on va cacher, qu'on va effacer. Alors là, Claire, vous ouvrez un champ, mais je préfère laisser la parole à mes camarades, c'est l'autocensure. C'est-à-dire, est-ce que quand on programme, est-ce qu'on ne se pose pas ce type de question, qu'il y a un certain nombre d'œuvres et un certain nombre d'artistes qu'on ne présente pas? Peut-être de plus en plus. Mais là, j'ai pas d'idée sur la question. Je préfère si laisser vous en avez forcément. Alors là, mais José Manuel, ça intervient dans vos choix de programmateurs. Alors, après, je ne sais pas quel nom on donne à ça. Le fait de considérer qu'il y a des sujets qui sont des sujets de société qui sont à l'œuvre et que, effectivement, si on considère que l'art a à voir avec la société, il faut se poser la question de comment ces questions peuvent être à l'œuvre ou pas dans nos choix. Oui. Ça, c'est une chose. Est-ce que c'est de l'autocensure? Non. Mais je vais prendre un exemple sans citer vraiment de nom. On est en train de préparer une exposition qui pose précisément la question de quelle est la valeur d'une œuvre quand en fait elle a comme première valeur, l'œuvre d'art, quand elle a comme première valeur celle d'être un usage. Donc ce sont des œuvres qu'on va pratiquer. Donc c'est l'exposition que je rentre à l'entrée. Oui. Et effectivement, il y a une des œuvres qui est une œuvre où la pratique de cette œuvre nous amène à prendre des fusils. Et parce que l'exposition s'appelle Foire foraine d'art contemporain. Vous avez compris la petite subtilité qui ne l'est pas du tout. Il faut tirer, il faut... c'est-à-dire que comme dans une fête foraine, sauf que c'est une œuvre qui est réalisée par un artiste, et vous imaginez bien que l'artiste, il ne tire pas que sur des pipes en bois et ce genre d'objets, mais effectivement pour déboulonner, au fond, les personnalités à l'œuvre. Donc à ce moment-là, alors que c'est une œuvre qui a été réalisée il y a maintenant presque 15 ans, par une artiste espagnole, qui l'a fait avec des personnalités espagnoles. À cette époque-là, la manière, au fond, de s'opposer au pouvoir qui était à l'œuvre, c'était une manière de démontrer cette opposition. Aujourd'hui, on voit bien que l'interprétation, compte tenu de tout ce qui s'est passé encore récemment, évidemment, les conflits, forcément, toute l'équipe se pose la question en disant, mais est-ce qu'on doit montrer des fusils, ces fusils à plomb, qui tirent sur des personnalités? Donc voilà l'une des questions qu'on se pose, qui n'est pas effectivement simplement une question à ce moment-là d'autocensure, mais c'est le travail qu'on mène tous les jours. C'est qu'à un moment, l'œuvre, elle va au fond raconter quoi de ce que l'on considère comme étant un rapport disruptif avec la société, puisqu'encore une fois, c'est ce qu'on attend d'une œuvre d'art. Oui, alors là, elle va très loin. Voilà. Oui. Donc je ne sais pas si c'est de l'autocensure, mais effectivement, la question qui est celle, au fond, des représentations qui sont à l'œuvre, et surtout des événements qu'on vient de vivre, forcément, nous interroge sur la manière d'exposer une œuvre. Je n'ai pas l'impression de m'autocensurer, c'est que simplement, ça amplifie, au fond, ça amplifie les questionnements. Pour le moment, on essaye de détourner un peu la question, est-ce qu'on préserve, au fond, l'objet fusil, mais on en change, au fond, la destination de ceux sur qui ou sur quoi on va tirer, ou est-ce qu'on change les fusils et on garde les figurines? Par exemple, c'est des choses très pratiques, très concrètes. Donc, c'est une question qui est une question, effectivement, qui pourrait s'apparenter à une forme d'autocensure, mais en tout cas, pour moi, c'est un questionnement que j'ai en permanence sur des œuvres qui, a fortiori dans cette exposition, qui est une exposition qui va passer par le fait d'essayer de tenter ce pont vertigineux, ou pas d'ailleurs, entre les arts forains et les arts contemporains. Et donc forcément, vous savez que la force de l'art contemporain, de l'art forain, c'est tout d'abord d'être pratiqué et de chercher la sensation à tout prix, alors qu'effectivement les arts contemporains sont dans une dimension, en tout cas prétendument alors que ça n'est pas vrai, on le sait, que réflexive. Et du coup, quelles sont les représentations? Évidemment, on a demandé à des artistes contemporains de prendre en compte cette question. Et on est face donc à des objets comme cela. Est-ce que c'est de l'autocensure ou simplement le travail de commissariat qui est à l'œuvre? Ça nous amène évidemment à la réflexion fondamentale, parce que vous êtes tous les trois, après on va donner bien sûr la parole à la salle et aux étudiants d'abord. Vous êtes tous des directeurs d'institutions, vous avez à les faire vivre et à imaginer des choses. Est-ce qu'on, Marc-Olivier Valère, est-ce qu'on peut d'abord
comment vous réfléchissez à l'avenir de votre musée? L'avenir, il est déjà dans le 21e siècle, bien sûr, mais est-ce que votre souci, c'est de l'insérer dans le monde, dans le questionnement du monde, ou est-ce qu'au contraire, c'est de découvrir de jeunes artistes, ou c'est de l'intégrer au contraire dans l'histoire, c'est-à-dire dans une forme d'éternité? Quelle est votre réflexion sur le musée d'aujourd'hui et de demain? Alors ça, c'est évidemment une question qui est au cœur de notre pratique quotidienne, parce qu'on a comme tâche d'ouvrir un nouveau musée dans 8 ans. Et donc l'idée, c'est vraiment, quand on imagine le musée de demain, tout le monde parle du musée de demain, parce que tout le monde a cette conscience que le musée de demain sera radicalement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. On voit l'évolution ces dernières années, à la vitesse à laquelle ça change. Ce qui est intéressant, une fois de plus, personne n'a de réponse. Évidemment, moi, je n'ai pas de réponse. On essaye de mettre en place des laboratoires, des pratiques pour tester des modalités comme ça de musée, de présentation, etc. Mais pour moi, une chose est sûre, c'est que le musée, on réfléchit beaucoup à ce qui se passe dans le musée. Or, je pense, et là on l'a vu ces 2 dernières années, quand on ne pouvait plus aller au musée, l'expérience du musée pouvait commencer bien avant, à la maison, etc. Et ici, le musée était plus quelque chose, évidemment, comme l'œuvre d'art, quelque chose qui est dans l'esprit du visiteur ou du spectateur, et que l'expérience du musée peut commencer à un moment donné, et qu'on puisse jouer comme ça avec le curseur entre l'état d'esprit que l'on a lorsqu'on est dans une ville, lorsqu'on se promène, l'état d'esprit urbain, on pourrait dire, et l'état d'esprit esthétique, c'est-à-dire quand on rentre dans une exposition. Parce que quand même, il faut voir que nos musées, c'est quand même assez extraordinaire, et le musée d'art et d'histoire en premier, c'est-à-dire que c'est selon le modèle qui était encore au 19e siècle. On rentre dans le musée, à droite il y a la billetterie, à gauche il y a la boutique, derrière la billetterie il y a le restaurant, on prend un billet, on monte les escaliers, on présente son billet. Ça c'est pour faire mentir Laurent qui nous a expliqué que le musée d'hier n'existait plus et que en fait les musées se ressemblent. L'expérience de la visite. Alors évidemment, Beaubourg, si pour moi il y a une référence, c'est Beaubourg en 77, Pontus Sultan qui renverse absolument toutes les références et qui crée, il a coché toutes les cases. Mais quand même, ouvert de circulation. On pouvait traverser le musée sans même se rendre compte qu'on était dans le musée, d'une rue à l'autre. On pouvait aller à la poste, on pouvait aller avoir la vue. Enfin moi, c'était mon expérience. J'étais une fois de plus très jeune. Je suis arrivé dans ce bâtiment, je ne savais pas du tout ce que c'était. Comme ça descend, j'étais tout de suite naturellement à l'intérieur. Je suis monté voir la vue, j'ai vu une porte ouverte, je suis rentré, j'ai vu un Pollock, et là c'était une épiphanie absolument incroyable. Mais c'est quand même un musée qui comment changer ce type de système? Et je pense que vraiment, en tout cas en ce qui nous concerne, la réussite du musée de demain sera dans son inscription dans le tissu urbain. C'est-à-dire, à un moment donné, le musée fait partie de telle manière du tissu urbain que l'on peut utiliser le musée pour d'autres choses. Ce que je dis, on peut aussi venir pour des mauvaises raisons, et utiliser le musée d'une certaine manière. Le grand problème, c'est que justement, et Beaubourg l'avait bien compris, c'est-à-dire que le musée est très intimidant, très autoritaire. Donc si on se dit que notre place n'est pas là, on ne va pas y aller. Il faut qu'on puisse circuler, finalement. Voilà. C'est ce que fait évidemment le 104, qui est pile exactement un lieu de culture intégré dans le lieu, dans la cité, dans le quartier. Voilà, c'est ce que fait aussi bien sûr le musée Pompidou depuis toujours, Laurent Lebon. Mais est-ce que depuis 77, on va dire. Voilà, mais depuis 77, c'est vrai, c'est pas depuis si longtemps. C'est pour ça qu'on n'est pas éternel. Non. Et en plus, mais on ferme. Peut-être que dans une éternité, il restera le même. Ah oui, vous fermez momentanément déjà. Ah, ça, on sait quand on ferme, on ne sait jamais quand on rouvre. Non, dites-nous bien que vous allez rouvrir. Oui, j'espère bien, voilà. Mais on rouvrira. Qu'est-ce qui sera demain, ce musée Pompidou, pour vous? Qu'est-ce qui va être? Est-ce qu'il va beaucoup changer? Chère Claire, comme l'a dit Marc-Olivier, justement, il ne sera pas qu'un musée. C'est ça qui fait notre force. Quand je vais à la collection Pinault et à la Fondation Louis Vuitton, je passe des moments ultra agréables. Des moments justement peut-être de délectation esthétique, je ne saurais comment les définir, dans 2 bâtiments ultra différents mais passionnants. Oui. Mais qu'est-ce que je suis heureux de revenir au centre Pompidou. Pourquoi? Parce que ça circule davantage? Parce que nos amis collectionneurs avaient tous les moyens du monde et ils les ont déployés avec magie et maestria, mais au fond, ils ont créé 2 bâtiments assez classiques, 2 propositions assez classiques dans leurs propositions, où justement, comme l'a dit Marc-Olivier, vous avez la billetterie à droite, vous avez les toilettes à gauche, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, billetterie, on aurait pu penser que ces lieux auraient pu être gratuits, mais bon, ça c'est une autre question. Et quand je reviens au centre Pompidou, je vois tout l'inverse.
C'est-à-dire il y a quand même un peu de billetterie quelque part. Non, elle est difficile à trouver déjà. Et puis, et puis surtout, on a ce lieu qui est ouvert sur la ville. Oui, on a cette piazza incroyable. N'oublions jamais que le terrain du Centre Pompidou, le bâtiment n'en couvre que la moitié. Pensons, puisqu'on est dans la Cité de la Réussite et qu'on a des jeunes devant nous, ces architectes ont à peine 30 ans. Ils gagnent un concours anonyme parmi 690 propositions. Et ce sont les seuls sur 690 à dire « Nous, on ne construira pas sur l'ensemble de la parcelle. On ne mettra pas notre ego en valeur. On laissera la moitié de la parcelle vide pour créer cet espace public offert à toutes et à tous. » Et comme vous le savez, Renzo Piano italien, on l'appellera la Piazza. Et évidemment, en pente douce, comme l'a rappelé Marc-Olivier Valère, le Campo de Sienne et une révolution dans l'accès à la culture. Franchement, on n'a pas besoin de faire mieux. Quand on va rouvrir, on va reprendre cet ADN et on va essayer justement de casser tous les murs qu'on a construits depuis 50 ans dans le Centre Pompidou pour faire dialoguer le musée, certes, mais aussi, n'oublions pas, et je le dis d'autant plus qu'on est à la Sorbonne, la plus importante bibliothèque de lecture publique à Paris, qui est la seule ouverte le dimanche, quand nos amis de bibliothèques universitaires et autres ont des instructions gouvernementales. Nous, on est les seuls à accueillir les étudiantes et les étudiants, et on est bien heureux, sans contrôle d'identité et sans contrôle, il y a encore quelques semaines, de passe sanitaire. Voilà, et gratuit. Ce que tu dis, Laurent, est fondamental. Pardon Claire, de continuer cette discussion. Ce que vous êtes en train de dire, c'est effectivement tout d'abord la source d'inspiration. Le 104, quand je prends la direction du 104, ma source d'inspiration, c'est effectivement l'ouverture de Beaubourg et ce qui a présidé à cette idée qu'au final, on ne choisissait plus un lieu, mais qu'on choisissait un espace. Un espace dans lequel on allait déterminer des micro-lieux dans lesquels allaient se passer des actions et des rapports à l'art. C'est une manière totalement différente de concevoir les choses. C'est à partir du moment où on conçoit non plus simplement un bâtiment, mais des fonctions qu'on va essayer d'inscrire non plus à l'échelle d'un bâtiment, mais à l'échelle d'une ville, la question, elle est urbaine, elle est plus simplement muséale. Et c'est au fond la vraie révolution, en tout cas moi c'est ma source d'inspiration depuis le début. Alors évidemment, ça a été un peu perverti par un certain nombre de règles qu'on nous impose et de normes qu'on peut de toute façon aussi d'une certaine manière déconnecter. Et souvent ces règles, qui sont celles de la billetterie, qui sont celles du contrôle, au fond c'est des règles que l'on met en place souvent pour protéger ceux qui sont à l'intérieur, pas tellement au final pour inviter ceux qui sont à l'extérieur. Et c'est au fond toujours des signes assez distinctifs au fond et donc de distinction avec d'autres populations. Et l'un des enjeux qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est comment on retrouve et qui existe aujourd'hui au centre Pompidou, on l'a toujours, cette idée que vous avez cette piazza évidemment formidable qui, quand vous commencez à aborder ce grand espace urbain qui n'est pas encore le Centre Pompidou, mais qui est la piazza, et qui d'une certaine manière vous amène à dévaler, parce qu'on est en haut d'une colline dans laquelle on n'a pas d'autre possibilité que d'être entraîné par le mouvement urbain pour rentrer dans le lieu. Ce mouvement, cette impulsion qui est donnée bien en amont du Centre Pompidou est pour moi l'une des résolutions, l'un des éléments qui l'ont... Alors en plus, il y a effectivement le fait que cette place est tellement proche du lieu que du coup, elle est quasiment même dans l'esprit des gens. Les gens vont sur la place du centre Pompidou. Cet élément-là, ce sont des signes à la fois extrêmement clairs et pour d'autres inconscients sur des déterminants urbains qui font que du coup, avant même la pratique du musée, il y a déjà des distinctions qui se font dans l'espace urbain. Si demain, effectivement, les établissements qui ont une vocation culturelle, on leur laisse la possibilité, parce que ça ne veut pas dire, je pense que ces réflexions, elles sont en œuvre depuis très longtemps, mais qu'effectivement, d'une certaine manière, ceux qui nous dirigent comprennent que l'idée, c'est pas au fond, de nous confiner dans nos espaces, l'espace qu'on a déterminé, mais plutôt de voir comment on s'insère dans la ville et qu'on puisse participer à une réflexion urbaine et plus simplement à une réflexion simplement artistique. Les choses vont évoluer à une grande échelle. Oui, Marc-Olivier. J'aimerais juste, je suis vraiment d'accord, et je pense que c'est très important de souligner ça. J'aimerais juste apporter une anecdote, parce qu'on a des, comme l'a rappelé Laurent Lebon, on a des étudiants, la jeunesse, les futurs peut-être dirigeants des musées de demain. Et déjà, ce qu'on peut voir aussi dans la pratique culturelle d'aujourd'hui, c'est que la distinction, évidemment, on l'a bien vu, entre culture populaire et peut-être culture plus élitaire, est en train de s'amoindrir. Et ça, c'est une très bonne chose. Et je ne le rappellerai jamais assez, c'est extrêmement important, parce que pour moi, l'accès à la culture n'est pas évident. On a peut-être eu la chance, dans nos familles ou dans nos écoles, d'aller au musée.
Mais quand on voit ces musées d'aujourd'hui, qui sont tellement intimidants, tellement autoritaires, on a un vrai problème de rentrer. Et tout je pense, notre mission, c'était aussi d'imaginer des outils qui vont faire en sorte que le public peut s'y retrouver pour des mauvaises raisons ou par hasard. Et au Palais de Tokyo, l'anecdote, c'est qu'au Palais de Tokyo, à un moment donné, je pense que c'était en 2007-2008, il y a eu un plusieurs pages dans le Guardian sur Paris. Donc c'est une sorte de guide de Paris, le meilleur endroit pour les manger, le meilleur endroit pour sortir le soir, etc. Et à un moment donné, il y avait le Palais de Tokyo. Je dis waouh, génial. Et je regarde, je pensais que c'était la meilleure exposition, les plus radicales, je sais pas. Et là, c'était the best pick-up place. Donc, le meilleur endroit pour les draguer. Et moi, j'étais là, oh, quand même, j'étais un peu vexé. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. C'est vraiment génial. C'est-à-dire que si on va au Palais de Tokyo et qu'on tombe amoureux, par exemple, forcément, l'exposition qu'on va y voir sera la plus belle exposition de l'année. Et où les plus belles œuvres, peut-être les plus immortelles, pour revenir sur le sujet. Hein. Bon, en général, c'est la BPI qui est le meilleur lieu de drague à Paris. C'est les bibliothèques, en général. Moi, je rectifierais un peu. Les lieux ouverts, évidemment... C'est ouvert jusqu'à minuit, hein, le Palais de Tokyo. Voilà. Mais les petits lieux, plus petits, j'allais dire plus petits en surface, comme le musée Picasso, nous invitent à quelque chose de merveilleux. Ce ne sont pas forcément un lieu de circulation, mais c'est quand même des lieux d'intimité merveilleuse avec les œuvres. On est d'accord. Cher Claire, je ne sais pas si on va aborder Picasso avec la woke et la cancel, parce que là, ça va nous amener tard dans la nuit. D'accord. Voilà. Non, c'était juste pour préciser qu'il y a des petits musées. Non, c'est vrai. On drague bien aussi dans les hôtels particuliers du Marais. Voilà. Alors, il nous reste une demi-heure à peu près. On va évidemment, vous allez nous poser des questions à nos intervenants. Les étudiants qui sont là, qui ont vraiment beaucoup réfléchi, mais d'ailleurs je me suis inspirée de ce que vous m'avez donné, et merci encore, pour mener un peu cette discussion. Vous prenez la parole comme vous le voulez. Qui veut la prendre on va vous donner, voilà. Pour compléter nos discussions. Merci. Merci pour cette discussion ce matin. Moi j'avais quand même une question qui a pas été abordée, qui était celle de savoir comment l'œuvre d'art survit à l'artiste. L'artiste, quand il va créer son œuvre d'art, il va représenter, il va figurer, il va interpréter, il va vraiment procéder de sa création et lui donner une vraie force. Et lorsque cet artiste meurt, que devient-elle ? Vous avez parlé du regard des foules, de nous-mêmes, qui allons voir une œuvre d'art et qui la faisons vivre. Mais se dire que son créateur, celui qui a procédé à sa création, n'est plus là et donc n'est plus capable de représenter son idée et de pouvoir l'expliquer, cela n'entraîne-t-il pas la mort de l'œuvre et la fin de ce pourquoi elle avait été créée. Ou au contraire, parfois elle survit à l'œuvre. Enfin, je veux dire, elle n'est appréciée, connue, découverte qu'après la mort de l'artiste. Donc à l'inverse, elle renaît ou en tout cas elle a une nouvelle naissance. Mais ça, c'est le pire. Vous avez cru pendant toute votre vie que vous étiez Léonard de Vinci ou Mozart, puis vous mourrez pauvre avec un cancer, et puis peut-être 2 siècles après, vos ayants droit récupèrent tout le fric parce que voilà, vous êtes devenu. Mais il y a plein de cas. Ça arrive, bien sûr. Bon, mais sinon, je crois que la question était adressée à Marc-Olivier parce que c'est une question difficile. Merci. Non, mais c'est vrai qu'il y a un peu cette idée un peu romantique de se dire que l'œuvre d'art a une signification qui est incarnée un peu par la figure de son créateur. Alors, en France, on le voit assez souvent, hein, quand on fait des visites d'ateliers, les artistes ont été entraînés comme ça pour dire, alors, ce que j'ai voulu faire, c'est ceci, c'est cela, etc. Et donc, c'est un peu la doxa, la base sur laquelle on peut commencer à imaginer des narratifs. Mais vous allez ailleurs, notamment dans les pays anglo-saxons, vous allez dans un atelier, l'artiste dit, bah voilà, c'est ça. Hein. Et puis, mais alors, qu'est-ce que tu as ? Regarde. Et c'est vrai que c'est différents types de visions. Hein. L'artiste fait quelque chose, il va avoir, lui, une certaine vision qui sera la sienne, mais l'œuvre d'art, elle devient œuvre d'art, de toute façon, que si, comme José Manuel l'a dit, il y a cette communauté d'esprit qui se crée. L'artiste, ce n'est que sa propre interprétation. L'œuvre d'art, c'est un état collectif à un moment donné. Oui, mais savoir comment l'artiste l'a créé, qu'est-ce qui a précédé le geste,
Qu'est-ce qui a constitué son inspiration? Est-ce que ça ne nous aide pas, nous, à considérer l'œuvre comme une œuvre d'art? Si, c'est des clés de lecture. C'est comme une grande maison. Au lieu d'avoir un escalier d'entrée principale, on peut avoir une maison avec plein de fenêtres. Alors c'est moins romantique, mais on peut entrer partout, hein, les fenêtres, la cheminée, etc. L'important, c'est d'être à l'intérieur de la maison et de pouvoir s'y promener. Et l'artiste est peut-être le meilleur moyen pour rentrer dans l'œuvre, c'est-à-dire une clé de lecture, je dirais, officielle. Mais il faut quelqu'un. Faut quelqu'un pour regarder cette œuvre, pour l'entendre, pour l'écouter. Et souvent d'ailleurs, c'est un regard individuel au départ. Prenons l'exemple de l'institution publique nationale que je représente. Elle s'est toujours trompée. Et toujours. C'est-à-dire, dites-nous comment. Prenons l'exemple du quartier où nous sommes. Prenons l'entre-deux-guerres. À Montparnasse, ici, au quartier latin, tous les plus grands artistes, pour le coup, estampillés, vivaient, travaillaient, montraient leur travail. L'État était incapable de l'acheter, incapable de le regarder, incapable de le voir. Et vous remontiez 50 ans avant avec l'impressionnisme, on va bientôt fêter le 150e anniversaire de l'impressionnisme, j'ose même pas ouvrir ce dossier parce que là ça va faire mal. Et aujourd'hui ça continue, puisqu'on nous explique qu'on a pu changer notre méthode d'acquisition et ainsi de suite et ainsi de suite. J'ai bien peur qu'on passe à côté de beaucoup. Je ne veux pas aborder, heureusement on a réussi à tenir 1h05 sans évoquer les NFT et le métaverse. Vous pouvez les évoquer. Moi personnellement ça ne m'intéresse pas tellement. Mais voilà, cher Claire, mais vous pouvez tout à fait l'évoquer. Mais c'est quand même quelque chose qui est en train de quand même révolutionner un petit peu notre monde. J'ai dit à l'équipe, là, peut-être qu'on pourrait ne pas être les derniers à s'y intéresser. Au moins à poser la question, justement à débattre, à faire un colloque. Regardez, ça fait là 2 ou 3 ans. Bon, on va faire ça sans doute dans 10 ou 15 ans. Pendant ce temps-là, les collections, les acquisitions se font. Peut-être que dans 15 ans, d'ailleurs, ces œuvres-là elles auront disparu. Oui. Non, cher Claire, vous nous avez dit que tout était éternel. Vous nous avez dit autre chose, l'inverse. Voilà. Mais donc, en tout cas, pour répondre à notre ami, il faut qu'il y ait un regard, il faut qu'il y ait un auditeur, il faut que ça soit une communauté, et qui, plus large elle sera, évidemment. Voilà. Moi, je ne crois pas au Mozart perdu dans un endroit. Je pense qu'il y a toujours un moment où cette rencontre se fait. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est frappant. Je pense que mes 2 camarades seront d'accord de voir combien il y a de redécouvertes, justement. Regardez ces foires d'art contemporain. La dernière vient d'avoir lieu il y a une semaine à Bâle. Et vous faites les stands. C'est que des artistes morts, décédés ou quasiment. Quelle est l'œuvre dont tout le monde a parlé? L'araignée de Louise Bourgeois. Oui. Sympa. Ça fait 20 ans qu'elle nous a quittés. Voilà, une nouvelle araignée sort. Bon, c'est superbe chef-d'œuvre, hein, mais c'est pas le cutting edge de l'art contemporain. Voilà. Et beaucoup d'artistes redécouverts. Pardon, j'étais un peu long. Oui, mais donc vous avez été assez sévère sur, j'allais dire, le rôle de l'État, le fait que. Ouais, c'est objectif. Oui. Mais ça tombe bien, on n'a pas d'argent. Donc on risque pas de faire trop de bêtises. Voilà. On a quand même, grâce à l'État, de très beaux musées qui sont bien dirigés d'ailleurs. Claire, là j'étais vraiment sur un... sur l'acquisition. Si vous voulez me lancer dans un discours pro-ministère de la Culture, je suis prêt. Ici on a la parole libre. Pour la cité de la réussite. Non, mais alors pour le coup, allons-y, puisqu'on a un ami suisse, mais je pense que José Manuel, qui représente peut-être plus un modèle mixte, ville de Paris et État et autres, veut dire... Où, dans quel pays, aujourd'hui, on peut avoir cette offre culturelle? Et ben voilà. Nulle part ailleurs. Je veux dire, il n'y a pas de débat. Et c'est pas parce qu'on est franchouillard, franco-français. Je veux dire, profitez-en, amis, chère jeune génération. Allez-y, faites-vous plaisir. On est d'accord. Avant que les missiles nous tombent dessus. Nous n'avons pas d'offre culturelle. On peut aller dans toutes les capitales dont on nous fait rêver tous les jours, y compris Genève, qui n'est pas une capitale. Je veux dire, on revient à Paris, franchement, mais c'est magique. On va dans le Grand Paris, c'est magique. Et on va en France, partout. Regardez l'été des festivals qui s'annoncent. Et bien ça, chère Claire, j'ai pas de problème à le dire. Je suis bien d'accord avec vous. De la même manière que mon salaire. Merci, chers amis. Bon, alors je vous donnerai ma feuille de paye. Vous ne perdez pas trop par rapport à vos impôts. Non, ça, on sait qu'ils sont pas surpayés. Marc-Olivier va nous donner son salaire, ça va nous faire rêver. Oui, c'est vrai. Les coûts de la vie ensuite. Mais voilà, et c'est génial. Et ça, bon, on peut être NUPES, RN, Ensemble ou autre. Je veux dire,
remercions quand même la puissance publique de nous avoir sauvés, parce que nos collègues anglo-saxons, nos collègues américains, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas de produire des œuvres, c'est d'éviter de licencier, d'éviter de fermer les salles. Vous êtes d'accord, Marc-Olivier, qui venait, vous qui avez une expérience américaine, qui êtes à Genève, est-ce que quand même la France elle présente cette exception culturelle là dont parle Laurent? Je ne peux que être d'accord, hein. Mais non seulement d'accord, mais je suis chaque fois impressionné par l'évolution aussi. Hein. C'est une chose d'être la plus belle capitale du monde, l'exception culturelle, mais aussi l'évolution actuelle. C'est quand même extraordinaire. On pouvait dire ça il y a 5 ans, mais aujourd'hui, on est encore bien plus loin qu'il y a 5 ans dans l'offre culturelle. C'est ça qui est extraordinaire. Y compris dans le pire de la réussite, dans l'hypercapitalisme. Au clair, il y a 10 ans, on nous disait le marché de l'art est mort. La FIAC rebondit ça. Regardez, il n'y a pas un galeriste, il n'y a pas un marchand international. Alors qui c'est veut peut-être pas ouvrir. que le cas de la France, là, parce qu'on voit bien que tu as cité Bâle, etc. Ah non, mais Bâle s'installe à Paris. Oui, voilà. c'est vrai. Voilà. Ça, on pense même que C'est vrai. ça sera un jour plus important, mais ça c'est... Alors une autre question des étudiants, pardon. Donc à vous écouter, je me demandais, déjà je me faisais la réflexion que c'était merveilleux d'avoir des acteurs à la tête d'institutions culturelles et artistiques comme ça, parce que je me dis qu'on est quand même très chanceux. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi au type d'injonctions qu'on peut recevoir, notamment sur, vous avez cité les NFT, mais il y en a bien d'autres, ou même les ruptures vis-à-vis de certains types de doxa. Est-ce qu'il y a une injonction à innover justement pour avoir cette actualité ou cette capacité à aller toucher le public, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas se reposer simplement sur des choses un petit peu déjà là, des formes de laurier dans le... Ça, chers amis, c'est vraiment le rôle du musée pour le coup. Merci. Parce qu'on rate tout dans l'événement et le temporel, mais donc du coup on revient sur les fondamentaux, et donc chez nous, vous pouvez voir des Matisse sous verre, des Picasso sous verre, et 1 million d'œuvres chez Marc-Olivier. Vous avez tout à fait raison, c'est parce qu'il y a ce socle, cette possibilité de revenir à ce qu'on appelle un peu rapidement des collections permanentes, qui sont tout sauf permanents, puisqu'en fait on n'arrête pas de les modifier, de les changer et tout ça, mais c'est justement, là pour le coup, Claire nous avait ouvert de nouveaux horizons, c'est vraiment parce que le musée reste comme fondamentalement une possibilité de s'abstraire du monde, de prendre son temps et de ne pas être dans l'injonction. Mais en même temps, vous le savez, ces collections permanentes, elles ne sont pas visitées. Prenez l'exemple de la ville de Paris qui a mis la gratuité des collections permanentes pensant avoir une augmentation de la fréquentation. Ça n'a pas Tu fonctionné. veux dire qu'à Beaubourg, par exemple, on va voir l'exposition, par exemple, sur Berlin-Névin, plus que la collection... C'est un cas typique qu'on connaît tous. Vous avez 3 chefs-d'œuvre dans vos collections permanentes, personne ne va les voir. Le mois d'après, vous appelez ça Trésor d'Égypte, revu par Mike Kelley et mise en scène par José Manuel, pof, 100 000 visiteurs. Voilà. C'est un cas qu'on connaît tous. D'accord, autre question. Oui. Vous avez déjà couvert une énorme partie du débat, donc je ne sais pas trop ce oui, mais c'est pas grave. Mais peut-être que je me posais la question sur, donc vous tendez tous les trois à effacer un petit peu les frontières entre les objets à valeur d'usage et l'idée... Mettez bien le micro devant. Pardon, excusez-moi. L'idée d'art un petit peu telle qu'elle a été conçue par exemple au 19e siècle, avec cette vision un petit peu absolutiste de l'art qui tendait à séparer l'art et les objets à valeur d'usage. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas des critères, vous parliez de critères du chef-d'œuvre par exemple, qui est dans le fait qu'on n'épuise pas les significations du chef-d'œuvre, et en ce sens ça tendrait quand même à montrer, ou au moins ça met une tension et un paradoxe avec l'idée que tout peut être art. Est-ce que réellement tout peut être art? Est-ce qu'on peut aller à cette esthétisation complète du monde et du quotidien, ou est-ce qu'il n'y a quand même pas des raisons qui font que certaines œuvres perdurent dans le temps? Est-ce que cette raison-là, ça vient d'un choc esthétique individuel, ou est-ce que c'est complètement social et dicté par l'héritage? Alors, on a bien sûr déjà amorcé cette réflexion, puisque à partir du moment où Marcel Duchamp érige cet objet en œuvre d'art, on peut dire qu'à ce moment-là, tout est œuvre d'art, mais c'est plus compliqué que ça, on est d'accord. Enfin... Les questions difficiles, c'est Marc-Olivier. Non, mais vous qui êtes étudiante en philosophie, c'est vraiment... Oui, tout peut être œuvre d'art, mais c'est ça qui est génial quelque part. C'est que on peut se promener dans la ville, et si on adopte un regard qui est plus proche de celui qu'on a dans une exposition, tout d'un coup les choses peuvent devenir autre chose que ce qu'elles sont. Alors, est-ce qu'elles deviennent des œuvres d'art? Peut-être pas, mais ce qui compte, de toute façon, c'est ce que l'œuvre d'art nous apporte. L'œuvre d'art nous apporte une sorte d'exercice spirituel
spirituel ou exercice mental qui nous impose de voir les choses différemment. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un pouvoir de transfiguration d'un objet en représentation, etc. Ça se passe partout, hein. Ça se passe à l'église, ça se passe en science-fiction, ça se passe avec un tour de magie, et ça se passe avec un objet. Donc, ce que nous apprend l'œuvre d'art, pour moi en tout cas, c'est plus une sorte d'hygiène de l'esprit, et le musée en est l'outil qui va nous permettre de naviguer dans la société. Alors pour citer encore une fois de plus Mosset, qui me disait dans les années 90, une fois dans un interview, il me disait si on arrive à voir l'art comme de l'art, alors il faut avoir en tête que lui fait des monochromes, hein, si on arrive à voir l'art comme de l'art, alors la réalité peut rester ce qu'elle est. Et moi je me dis, oulala, c'est compliqué, je ne comprenais pas vraiment. Mais si on arrive à voir l'art comme de l'art, c'est-à-dire des monochromes comme des monochromes, alors, imaginons un monochrome rouge, c'est hyper difficile de ne pas voir ça comme une représentation, je sais pas, d'un pays communiste, du sang, je sais pas, etc. Si on arrive à voir l'art comme de l'art, alors c'est des réflexions des années 60, hein, mais ni plus ni moins, extrêmement difficile, quasi impossible, alors la réalité peut rester ce qu'elle est, c'est-à-dire dépourvue de tous les filtres sociaux, culturels, éthiques, politiques qu'on veut nous imposer. C'est une sorte d'hygiène de l'esprit, une fois de plus, qui nous permet à nous de nous forger un état d'esprit, un mode interprétatif qui nous est personnel, qui nous permet ensuite de naviguer dans la société de manière plus autonome. Voilà un peu pour moi, s'il fallait un usage, ou en tout cas un but à l'art, ce serait ça. Et derrière ta remarque, et comme la question vient d'une étudiante, il y a tout de même la question de l'éducation artistique. Aussi, Pontozane, on n'a pas parlé depuis 1h15, donc, mais pour avoir ce regard, quel capital culturel? Et ça, c'est quand même une question non tranchée. Est-ce que quelqu'un qui n'a aucune connaissance esthétique, peut être dans la même situation, donc on est dans un des lieux que je parle de la Sorbonne, que Bourdieu a questionné, et là encore je ne veux pas enfoncer les portes ouvertes, mais pour nous c'est le vrai défi d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment se positionner par rapport à l'échec total de l'enseignement et de l'éducation. Relatif, oui. Voilà, on est dans le domaine des arts, on s'améliore un peu, cher Claire, mais on a encore quelques chemins à monter. Non, mais ce que veut dire Bourdieu, c'est que compte tenu de notre origine sociale et notre éducation, au fond, la notion d'art aussi change, la notion de chef-d'œuvre. La notion d'œuvre d'art, justement. Parce que notre regard, il est déterminé par évidemment notre éducation, notre milieu social, et que c'est ça qu'on essaye de casser, c'est ça qu'on devrait. C'est pour faire cet exercice auquel Marc-Olivier nous propose, d'ailleurs c'est ce qu'on devrait faire, on est quand même dans le quartier des surréalistes et le quartier des situationnistes, on devrait sortir et aller regarder la ville. Jacques de la Villègle nous a quittés récemment, voilà quelqu'un, même sans culture artistique, on se promenait avec lui dans la ville et il nous montrait combien tout avait une autre vision artistique. C'est ce qui se passe exactement au 104, qui est un lieu de circulation où peu importe au fond les origines sociales de ceux qui viennent ici, même simplement se promener, se balader, traverser. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Marc-Olivier, c'est-à-dire que la question c'est... soit effectivement on décide, ou en tout cas, et les deux sont tout à fait compatibles, on décide d'avoir des lieux qui sont des lieux au fond de recueil et d'exercice de la pensée et d'une pratique qui est valable en soi, et on ne cherche pas d'autres contacts ou d'autres justificatifs au fond à une relation avec les questions de société, et ça c'est tout à fait possible, il en existe et qui ne sont pas que des espaces d'art. Soit effectivement on se pose la question qui est celle qui nous est aujourd'hui posée avec les questions de la participation, de la coopération, de la collaboration du public aujourd'hui dans l'œuvre, puisque c'est aussi, on ne l'a pas évoqué, mais c'est une question aussi très forte en ce moment, c'est-à-dire comment on valide une œuvre qui est une œuvre qui devient pertinente, c'est quand au fond, dans sa conception même et dans son élaboration, au fond, elle aurait été élaborée ou pas avec des artistes. Or, on sait, et ça c'est au fond pour répondre à une question qui est celle qu'on a un peu ratée, qui est celle de l'éducation artistique et qui est celle au fond de la formation des esprits
d'une certaine manière, d'une manière plus large que ceux qui sont aujourd'hui touchés, pas simplement déterminés par des questions sociales, même si d'une certaine manière, en disant ça, j'enfonce un peu une porte ouverte, parce que quand on regarde, il n'y a plus aujourd'hui une seule institution qui n'a pas une dimension, qui est une dimension, on va dire, de médiation ou d'éducation artistique, ce qui n'était pas le cas avant, et qui est encore une spécificité française. À l'étranger, la question telle qu'on se la pose nous ici, elle ne se pose absolument pas. Il y a très très peu de pays qui en ont fait au fond une politique. C'est quand même une politique. C'est-à-dire que tout d'abord on a pris conscience de ça, puis après évidemment on a mis en place des outils, chacun à des endroits différents. L'un des outils qu'on n'a pas encore mis à l'œuvre, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est partant du cœur du sujet qui est celui au fond d'un lieu, comment ce lieu aujourd'hui s'interroge sur sa propre pratique, il ne va pas interroger sur sa propre pratique pour s'insérer dans la société. Et la manière de s'insérer, évidemment, elle passe par d'autres éléments que... Alors, elle part de l'œuvre d'art, évidemment, mais elle est aussi dans les endroits où se trouvent ces œuvres et les conditions de présentation et de représentation. D'une certaine manière, on ne peut pas, même si on a été très vite sur les NFT, va se poser quand même moins la question qui est celle, est-ce qu'au fond, ça permet d'aborder différemment l'art? On sait aujourd'hui que l'art numérique, au fond, il permet d'être transporté hors des espaces, hors des musées. Est-ce que pour autant, ça ouvre un peu plus des populations différentes à l'art d'une part et à l'art numérique d'autre part? Visiblement, c'est pas avéré encore aujourd'hui. Hein. Donc, c'est une vraie question. Il se vérifie même quand il y a des manifestations d'art numérique dont on pense que c'est un art qui s'inscrit dans une génération, qu'au final, c'est pas si simple que cela et que les fréquentations explosent pas d'un seul coup. Bien au contraire. Donc, la question qui est celle, au fond, de la manière dont on va établir une relation entre la ville et en prenant au départ, puisqu'on a un lieu, la question urbaine, et tu le sais Claire, je travaille sur le Grand Paris Express et se pose, et Laurent aussi travaille aussi sur cette question, c'est une vraie question. Comment au fond on se sert d'une fonction qui est celle de la gare, non pas pour en faire un musée, mais profiter du fait que c'est un lieu qui va être un lieu d'usage, comment on en fait aussi un lieu d'expérience esthétique. Et c'est une question qui pose toutes les questions qu'on s'est posées tout à l'heure. La durée, les publics qu'on va toucher, est-ce que c'est un intermédiaire avec le parcours, qui est le parcours du potentiel visiteur ou du potentiel citoyen? C'est une vraie question. Donc, moi, je crois beaucoup à l'idée qu'il faut absolument continuer à batailler, notamment, alors on a appelé ça le 1%, et s'il y a ici un maître du 1%, c'est Laurent Lebon, c'est qu'il faut absolument non seulement faire en sorte qu'il y ait des parcours différents qui conduisent le citoyen presque naturellement dans des lieux d'art, mais il faut aussi qu'il y ait des lieux de fonction citoyenne qui intègrent l'art. Ce qui est déjà génial, c'est qu'on se pose ces questions, enfin, ce qui est formidable. Bien sûr, et ça c'est une chance française, hein, il faut bien le reconnaître, mais pas que. Oui, ça commence partout, y compris, je crois, dans les gestes les plus simples. Tout à l'heure, je te plaisantais avec le papier toilette, mais dans le fait que l'hospitalité soit au cœur de nos politiques. Mais là, ça fait peut-être 1h15 qu'on est là. Je n'arrête pas de voir ce néon qui clignote en haut à droite. Et cet éclairage, insupportable, éclairage monstrueux, et au fond, cette œuvre d'art, parce que je ne sais pas ce que c'est que cette œuvre. Oui, il clignote. Il y a des sortes de peintures derrière. J'ai mis 20 minutes pour comprendre qu'en fait, je croyais que c'était la ville qu'on voyait derrière, et puis je me suis dit non. Donc tout est monstrueux là. C'est terrifiant. C'est vrai. C'est laid. Enfin, je m'exprime esthétiquement. Et je ne sais pas, peut-être que c'est un très grand artiste qui a fait ça, peut-être que c'est un professeur, mais il y a des étudiants qui viennent là tous les jours. Et ils voient ça. Et je veux dire, c'est une question... c'est pire là-haut. Et donc, oui, mais ça, c'est un monument historique. Mais là, je me disais, j'ai l'impression qu'on a commandé à un artiste des sortes de vraies fausses peintures parisiennes, imitant je ne sais quel style, derrière ses fenêtres et autres. Bon... Sans doute qu'il y a un petit peu de l'état de l'université derrière cette métaphore, mais je pense que ça commence par des petits gestes. Je suis sûr qu'à la Sorbonne, il y a d'excellents jeunes artistes qui sont en pleine étude, qui rêveraient de faire une commande, et on peut travailler la lumière en 5 secondes. Je cite cet exemple parce que c'est un tout petit détail, mais c'est comme ça que parfois des moments se passent, des petits chocs esthétiques, et qu'au contraire, si on s'acclimate et qu'on s'habitue
à la merde, au machin et au tout ça, bah, on n'a plus de débat. Voilà. Un peu de petits gestes d'humanité déjà. Oui, ou d'attention. Parce que l'attention esthétique, c'est pas on va à l'expo, on va au musée, on va au 104. C'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est l'art qui nous change tout le temps. Je veux dire. Oh, combien on est d'accord. Une petite question encore. Oui, pardon, excusez-moi. Bonjour. Alors, ma question demande un petit peu de contexte, donc je vais le donner. Walter Benjamin disait, alors à la fois dans Petite histoire de la photographie et l'œuvre d'art à l'heure de sa reproductivité technique, qu'en gros, l'œuvre d'art contient une aura et que la reproductivité technique de l'art tue cette aura. C'est-à-dire, à l'époque, c'était au XXe siècle, donc c'était les débuts de la photographie, ou en tout cas vraiment la popularisation massive de la photographie. C'était plus seulement un objet qu'on utilisait et qui était vraiment très cher. Il commençait vraiment à appartenir à des classes un peu plus populaires. Et puis aussi, c'est le début du cinéma. Donc il explique que la reproductivité technique tue l'aura de l'art. Et donc cette aura qui se greffe à l'œuvre. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est vrai. La reproductivité technique tue encore un petit peu l'art, ou du moins l'aura qu'il contient. C'est-à-dire que quand on va au musée et qu'on voit une œuvre d'art, clairement, on n'est pas frappé de la même manière quand on voit cette œuvre d'art en vrai que quand on la voit sur Internet en tapant sur Google Images, par exemple. Et donc, ma question, c'est l'œuvre d'art, à l'heure où on les voit plus sur Internet, donc par leur reproductivité technique, l'œuvre d'art est de plus en plus immortelle et paradoxalement, est-ce qu'elle ne perdrait pas un petit peu son statut d'œuvre d'art étant donné qu'elle perd de plus en plus son aura? Voilà. Ah, ça, c'est pour Marc-Olivier. Ah oui, ça, c'est sûr. Oui. Est-ce que cette façon de on va pas parler des NFT là, parce que la reproductivité, évidemment, mais c'est très intéressant. Très bonne réponse. Voilà. Parce que il y a eu un article qui m'a beaucoup frappé, qui m'a beaucoup vraiment fait réfléchir il y a une dizaine d'années par quelqu'un qui s'appelle Sanchez à New York, et qui réfléchissait justement sur toute cette, évidemment, la production d'aura, de communauté qui fait que voilà, l'œuvre d'art gagne en densité, en efficacité, etc. Alors on connaît la méthode traditionnelle, un artiste fait une exposition, un critique d'art va la voir, va écrire dans un journal, un conservateur, un curateur va lire, il va aller visiter l'artiste, il va faire une autre exposition, un galeriste va le voir, va acheter, collectionneur, enfin on connaît toute cette communauté, tout ce tissu quelque part de constitution dans l'aura de l'œuvre d'art. Et aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé parce que cette personne, par exemple, a fait une étude assez poussée pour réfléchir sur les œuvres qui, dans les ventes aux enchères, parce qu'évidemment, l'œuvre d'art aujourd'hui, malheureusement, dans l'esprit des gens, n'a de la valeur que si c'est une valeur financière. On l'a vu d'ailleurs, la popularité de l'art contemporain a commencé à grimper lorsque les journalistes ont pu commencer à parler des foires, parce qu'ils n'avaient plus besoin de parler des œuvres, ils parlaient juste des prix. Alors les gens étaient, waouh, 2 millions, c'est génial. Mais ici, c'est assez intéressant parce que si tout d'un coup, il s'est intéressé à la visibilité de l'œuvre. On a parlé de l'invisibilité, mais alors là, c'est la visibilité de l'œuvre sur... Alors, il n'y a même pas les réseaux sociaux à l'époque, il y avait des sites internet où on pouvait descendre dans les pages et puis voir des images. Alors avec Instagram, c'est encore plus frappant. Alors, les images défilent à une certaine vitesse et tout d'un coup, on ralentit et on s'arrête sur une image. Et on continue. Et donc on a consacré peut-être 1 à 2 secondes de plus à cette image qu'aux autres. Et il a fait des études, notamment avec des trackers, des lasers, etc., sur les yeux, avec des groupes d'études, etc. Il s'est rendu compte que ces images sur lesquelles on ralentissait étaient précisément les images qui, dans les ventes aux enchères, s'envolaient. C'est intéressant, c'est-à-dire que le système de constitution de l'aura avait radicalement changé, et évidemment encore 10 ans après, ça l'est encore de manière plus frappante. En fait, c'est pas la rareté au fond qui va faire l'œuvre d'art et son prix et sa valeur, mais c'est peut-être au contraire la démultiplication de la reproduction à l'infini. C'est-à-dire plus il y a de gens qui ralentissent sur la même image, plus cette communauté commence à grandir. Et ça pousse au wall power, ce qu'on appelle la puissance du mur, au mur, c'est-à-dire ça va privilégier des œuvres esthétiquement facilement lisibles, colorées, plutôt abstraites, qui posent aucune question politique et sociale. Dès qu'une œuvre devient compliquée,
évidemment, voilà. Mais la question est tellement vaste qu'il nous faudrait peut-être un effectivement, séminaire entier. Le critique d'art s'est intéressé aux caractéristiques de l'œuvre. Alors à l'époque, c'était par exemple Sterling Ruby. Lui, il cochait toutes les cases. Alors c'était effectivement sur un fond précis, des aplats avec des couleurs plutôt monochromes, etc. Et la sculpture, c'était tout différent. Mais ça correspondait à des critères très précis. On voyait Tawa Obak, tous ces artistes qui, il y a 10 ans, flambaient. Et aujourd'hui, évidemment, les critères ont évolué, mais ils sont analysables. Peut-être qu'il faut laisser un peu de temps pour les 3 derniers amis, parce qu'il reste... Parce qu'on ne reste plus que 5 minutes. Ah ouais, voilà. Non, mais tout le monde n'est pas obligé d'en les étudiants, au moins. Oui, bien sûr, qui ont travaillé pendant 6 mois pour... C'est vrai. Mais ils ont nourri notre réflexion. Hein. Moi, je me suis beaucoup appuyée sur ce qu'ils ont dit. Alors déjà, merci beaucoup pour ce débat. Alors vous avez parlé d'œuvres d'art qui sont plus ou moins actives. Et donc je me demandais si c'était un petit peu le rôle aussi des acteurs culturels, parfois de réactiver certaines œuvres d'art, comme notamment je pense à l'exposition de Jeff Koons, l'exposition plastique au château de Versailles, qui permet de confronter les milieux et un peu de faire revivre ces lieux à travers des expositions beaucoup plus contemporaines. Alors, Jeff Koons et le château de Versailles, c'est Laurent, ça, non ? Le château de Versailles, c'est Laurent. C'est une question facile. Voilà, c'est facile. On le connaissait déjà. Quand vous l'avez introduit à Versailles... C'est une longue histoire. Je rêverais de la raconter, notamment pour casser certains préjugés, puisqu'on s'est quand même pris 2 procès pour cette exposition. J'ai failli finir en garde à vue et j'en passe. Mais à la base, c'est parti d'un constat simple, c'est que Versailles est un monument du XXIe siècle. Et que malheureusement, on le fige dans une gangue du XVIIe siècle. C'est-à-dire que, grosso modo, on vend au public un Versailles de Louis XIV et tout est fait pour dire au public, vous allez visiter le Versailles de Louis XIV. Or, il s'est passé 2-3 petites choses depuis. Il y a eu d'abord d'O3, il y a eu un musée de l'histoire de France, il y a eu ainsi de suite, il y a eu ainsi de suite. Et il y a eu l'intervention de nos amis architectes en chef des monuments historiques qui en ont fait un monument du XXIe siècle. Je caricature à peine, mais ce qui reste du XVIIe siècle à Versailles, on pourrait le limiter à 3 mètres carrés. Je ne sais pas si vous êtes passé récemment à Versailles, que vous avez vu la chapelle royale, on a l'impression d'être à Disneyland. Ils ont mis 8 tonnes d'or sur la heureusement qu'on est en crise économique, voilà. Et notamment, il y a eu cette proposition qui a été validée de reconstituer la grille, vous savez, qui est devant la cour de marbre. Vous allez me dire, c'est un long détour, mais j'arrive. Qui est une création totale, ex nihilo, uniquement faite pour répartir les flux de visiteurs à gauche et à droite sur les 2 pavillons d'accueil qui ont été réalisés d'ailleurs par un autre artiste du XXe siècle, Dominique Perrault. Tout ça pour dire que je pensais que l'art du XXe siècle avait aussi sa place, mais cette fois-ci assumée. C'est-à-dire comme Louis XIV, toute immodestie déplacée, faisait confiance aux créateurs de son siècle, pourquoi pas exposer des vrais artistes plutôt que des artistes qui vont copier et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on a proposé, je n'étais pas seul, et donc du coup le premier a été Jeff Koons. Et ce qui est très intéressant pour revenir à votre question, c'est que je pense que 90% des visiteurs qui sont allés à Versailles ne s'attendaient pas à voir Jeff Koons. On avait bien veillé d'ailleurs à ne pas faire de supplément de tarif, c'est-à-dire que vous n'étiez pas obligé de payer. Et au fond, ça ne les intéressait pas, parfois, la grande majorité. Mais il y avait une très bonne nouvelle, c'est que ça les obligeait à regarder en l'air et de voir enfin les plafonds, les merveilles du XVIIe siècle. Donc là, au moins, ça avait un critère fondamental. Et pour celles et ceux qui s'intéressent à l'art contemporain, comme le disait tout à l'heure Marc-Olivier, ça cassait l'esthétique du cube blanc. Et le voir dans un autre contexte permettait, au fond, de bien repérer, ce qui faisait la force d'un artiste comme Jeff. Et pour revenir à un débat qu'on a eu tout à l'heure, c'est un génial artisan. C'est-à-dire qu'au fond, Jeff Koons, il va passer 10 ans de sa vie avec un atelier, tout ça, à polir sa sculpture, à avoir le meilleur fournisseur, à avoir ainsi de suite. Mais exactement les mêmes problématiques qu'un artiste que Louis XIV, à qui Louis XIV demanderait de faire telle ou telle œuvre d'art. Et donc, au fond, on voulait, pour reprendre le débat qu'a lancé Marc-Olivier, poser des questions. Je crois que, d'ailleurs, on les a posées un peu trop fortes. Mais aujourd'hui, j'assume totalement, notamment parce que c'était temporaire,
Et qu'au fond, je préfère avoir montré à Versailles des vraies sculptures du XXe siècle que, pour prendre l'exemple de la Galerie des Glaces, des fausses torchères en résine dorée en plastique, et personne ne le sait, ou devant la chambre de Louis XIV, voir un lit dont on dit que c'est à Louis XIV, alors qu'en fait il a été fait la semaine dernière, et ainsi de suite. C'est pas très gentil ça, Laurent. Bah, c'est la vérité, ouais. C'est la réalité. On vend un décor et une réalité, mais et les conservateurs l'assument, et Catherine Pégard serait là, je pense qu'on pourrait en débattre très simplement. Elle l'assume aussi. C'est-à-dire que c'est très difficile de défendre un monument historique dans tout son millefeuille d'histoire. Il faut bien choisir une période, et donc, exactement comme le wall power, à Versailles égale Louis XIV, donc on va d'abord défendre Louis XIV, ce qui n'empêche pas de voir les collections 19e et autres si on est attentif. Mais à la base, il faut aller au plus simple. Voilà. Parfait. Autre question, oui. Parce que... On n'a plus le temps. Oh, une dernière. Oh, les deux dernières. Oui. On prend la dernière. Que les deux étudiants finissent. Posez vos 3 questions, comme ça on va faire une trilogie. Allez-y. Bon. Non, mais de toute façon, il n'y a personne après nous. On peut rester jusqu'à minuit, non? C'est à quelle heure le prochain? 14h30. Bon, voilà, on a un peu de temps. Non, mais rapidement, voilà, exprime. Mais c'est peut-être les mêmes questions. On peut les regrouper, peut-être, non? On sent la salle chaude avec plein de questions, donc... Allez-y, mais posez vos questions. Merci pour l'heure très riche en informations. Donc à un moment, vous avez parlé de la baisse de fréquentation des musées, malgré la gratuité des expositions permanentes. Et donc, est-ce que cette baisse de fréquentation participe directement à l'oubli d'œuvres d'art? Et si finalement les pouvoirs publics font assez pour inscrire l'œuvre d'art dans le temps? Sa baisse de fréquentation, c'est pour Marc-Olivier aussi. Oui. Je ne sais pas si c'est ce qu'on a constaté, la baisse de fréquentation. Il y a eu évidemment le moment de la... Les mesures n'ont finalement pas eu les effets attendus. Enfin, du moins, pas autant qu'ils espéraient. Pas vraiment de baisse de fréquentation. Bon, nous, on a changé le système. Moi, j'ai mis tout gratuit. L'administration municipale n'était pas contente. Donc, j'ai changé ça. J'ai mis donnez ce que vous voulez dans le système anglo-saxon. Et ça, c'était à partir de quand ça fait il y a une année maintenant. Une année, d'accord. C'est après pour réagir à la pandémie, c'est-à-dire pour faire que les gens reviennent. Oui, de toute façon, pour moi, l'accès à la culture doit être gratuit. Pour moi, c'est un fondamental que l'éducation et la culture doit être gratuite. Pour moi, c'est impensable qu'une famille de 4 enfants doive, quand on est à New York, par exemple, payer plus de $100 pour aller voir une exposition. Pour moi, c'est scandaleux. Donc, ça participe aussi, évidemment, à la baisse ou à la hausse de fréquentation. Mais l'accès, pour moi, en tant que directeur d'institution, je pense qu'on doit tous réfléchir à comment assurer un accès à tout le monde. Pas simplement dans l'offre, mais dans la manière d'accéder simplement au musée. Oui. Laurent, il y a eu évidemment une disparition relative du public étranger, ce qui est vrai. Oui, qui revient un petit peu. Mais je crois que la question de notre ami était aussi par rapport aux collections permanentes, c'est ça? Oui, parce que tu disais que c'était moins visité que... Parce qu'en fait, ce que dit Marc-Olivier est fondamental, c'est-à-dire que je pense qu'on devrait tous se battre pour avoir la gratuité, mais le problème c'est que la puissance publique ne peut pas forcément compenser, parce que ça coûte cher d'ouvrir une institution. Mais ce qu'on note, c'est que, pour parler un peu cité de la réussite, l'effet prix est très marginal, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est gratuit que les gens viennent plus. Alors vous allez me dire, mais il y a de plus en plus de personnes parfois dans certains musées, oui, mais ce qu'on regarde dans les statistiques, c'est souvent les mêmes qui viennent plus souvent. Voilà. Et donc, il y a, pour le dire vite en France, 30 à 40% de gens qui viennent une fois par an au musée, ou qui vont voir un spectacle, c'est à peu près les mêmes statistiques, mais 60 à 70% qui ne se déplacent pas, et ça n'a pas changé depuis 50 ans. Et ça, c'est l'échec total de la démocratisation culturelle, et c'est un choc d'offres. C'est-à-dire que notre offre a énormément augmenté entre aujourd'hui et il y a 50 ans. Il y a beaucoup plus de musées, il y a beaucoup plus de salles de spectacle, il y a beaucoup plus de possibilités, comme on le disait tout à l'heure. On est dans un pays paradisiaque pour ça. Mais la vraie question, le mur qui est en face de nous, c'est comment maintenant traiter la question de la demande. Voilà. Du coup, merci beaucoup pour cette rencontre. Je voulais savoir si est-ce qu'on peut juger la valeur d'une œuvre d'art par sa capacité à transcender le temps. Est-ce que c'est possible? Ça, c'était toute la question, ce qui n'est pas... José Manuel, il ne parle plus. José Manuel. C'est des questions pour Marc-Olivier. Mais non. C'est juste la question de l'épiphanie, hein, c'est-à-dire qu'on a un moment comme ça où le temps est transcendé. Ça peut arriver avec des œuvres d'art, ça peut arriver en voyant un dribble de Maradona ou autre chose. Hein, c'est pas lié à l'art. Hein. Si on parle de Maradona, je vais peut-être reprendre la parole. Non, je plaisante. Oui, pardon.
Vous prenez le micro, chère madame, parce qu'on ne va pas vous entendre. On a encore une question, non? Voilà. Bon, est-ce que je dois donner mon nom? Bien sûr, oui. Oui. Linden Blossom. Je ne suis pas médiatisée, bien que ça m'est arrivé de passer à la télé quand j'étais chanteuse d'opéra, parce que voilà. Mais là, la vraie question, vous commencez seulement maintenant de l'aborder. J'ai été également prof et je suis également en collaboration à Stanford, Silicon Valley. Donc, j'ai écrit hier, j'ai composé. Je suis musicienne, je n'écris pas, mais je compose des textes. J'ai composé un texte qui, presque, avec deux autres, ils sont tous publiés sur Mediapart depuis 3 ou 4 ans, et ce texte donne toutes les réponses à tout ce que j'ai entendu depuis 1 heure et demie. Chère madame, alors, vous parliez de regard. Quelle bonne conclusion. Alors, on ira voir sur Mediapart. Regardez, je peux montrer aux gens. Allez, parfait. Merci beaucoup, madame. Le regard quantique. Impeccable. Et là, vous avez... Mais donnez peut-être exactement votre nom, parce que sinon on va Linden Blossom. Mais oui, alors, vous regardez, épelez-le, parce que sinon on va pas... Pardon. Blossom. 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 Merci. On va aller regarder. Je suis française, mais bien sûr les pseudos, surtout voilà. Et je suis fondamentalement musicienne, mais j'ai reçu un don. Je suis née à un très haut niveau des consciences. Et là, on tape dans la physique mécanique quantique. Alors, on va aller voir... Oh là là. Alors, on va entendre la dernière question et après, on... Allez-y. Merci beaucoup pour cette conférence qui a soulevé des questions très importantes, et notamment celui de la transmission, et donc de la diversification du public, comme vous en avez parlé. Vous avez dit qu'il y avait 60% de gens qui allaient une fois par an au musée. Et justement... L'inverse, c'est l'inverse. 30 à 40%. 30 à 40% qui vont une fois et les autres non. Oui, qui allaient pas alors, donc qui n'allaient même pas au musée. C'est ça. Et donc, je voulais savoir quels sont les freins justement qui justifient cela. Et si ce n'est pas l'argent, comment on peut surmonter comment on peut justement plus les attirer. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi... Moi, c'est mon idée. Sans doute. On a eu la réponse. Allez sur le site internet de madame. Ou comme elle nous y encourageait, mais ça va nous coûter un peu cher, aller à Stanford. Voilà. Mais je crois plus fondamentalement, sans vouloir faire de punchline conclusive, mais c'est vous qui avez la réponse. C'est-à-dire, tout va dépendre de vous. De votre génération. Nous, on est des vieux mâles blancs, voilà, on va tenter de rester un peu ouvert, on va tenter un petit peu de vous faire rêver, mais je crois que c'est vraiment vous, et je le dis de manière tout à fait outrancièrement flagorneuse, mais puisqu'on est dans la cité de la réussite, c'est vraiment vous qui détenez les clés, parce que c'est au moment de l'éducation, c'est au moment de l'enseignement, c'est dans ces moments de partage, de transmission, qu'on va réussir à changer un petit peu les lignes. On peut vivre sans art, je crois. Mais c'est tout de même un peu triste. Voilà, c'est déjà de l'éducation. Merci. Merci beaucoup. Voilà, Laurent Lebon qui fait la conclusion, mais on le laisse parce qu'on adore. Merci beaucoup. Mais merci à tous de nous avoir écoutés. On vous laisse suivre évidemment tous les autres débats qui seront très riches dans la journée et demain encore pour cette cité de la réussite. Merci José Manuel Gonzalez. Merci Marc-Olivier Valère. Merci Laurent Lebon.